Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. Je suis Alain Lemieux, encore heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Dans ce balado, on parle souvent de ce qui se passe ici, mais aussi on va aller voir ce qui se passe dans le monde concernant l'industrie laitière, plus particulièrement en Europe. J'ai beaucoup d'amis agriculteurs en France, Belgique ou même en Suisse. Comme nous, ces agriculteurs ont des défis à relever par rapport aux besoins des consommateurs, au climat, au bien-être animal ou même à l'image sociale. Dans la production laitière d'ailleurs, nombreux sont-ils à se battre pour de meilleurs prix pour leur lait. Nous allons, avec notre invité, y voir plus clair sur ce qui se passe du côté de nos collègues européens. Merci d'être à l'écoute d'Entre deux traites. Notre invité aujourd'hui est, depuis octobre 2013, secrétaire général de l'Association laitière européenne. Depuis juin 2020, il est également secrétaire général de l'Association européenne des transformateurs de lactosérum. Avant de s'occuper de l'industrie laitière, il a occupé différents postes à Bruxelles, en Belgique. Il a été responsable du département des affaires européennes d'Elanco, la branche vétérinaire de l'entreprise pharmaceutique américaine Eli Lilly. Il a travaillé comme fonctionnaire de la Commission européenne à la direction sécurité de la chaîne alimentaire de la DG Sanco. Il est juriste et avocat de formation, diplômé des universités de Beyrouth et de Bordeaux. Alexander Anton, bienvenue à Entre deux traites. Un gros merci, Alain. Ça fait plaisir. C'est un honneur d'être reçu par toi. Merci aussi d'avoir laissé la ferme au Québec aujourd'hui à ta femme et tes 4 enfants. Comme ça, tu peux te consacrer à ces balados. Un grand merci. Oui, ben, ça fait plaisir justement de propager l'information aux gens via la balado. Et puis, c'est vraiment un plaisir de rencontrer une personne avec un CV aussi étoffé que le vôtre. D'abord, Alexander, parlez-nous de l'Association laitière européenne. Ça représente qui? Nous, on est l'association qui représente 95% du lait transformé en Europe. Ce sont les coopératives et les entreprises privées, les laiteries privées, partout en Europe, presque. On a aussi des membres en Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne pour le moment, et en Géorgie. Nous, on est là pour défendre politiquement au niveau européen, donc au niveau de Bruxelles, de là où se situent les institutions européennes, les intérêts de la laiterie Europe, donc de la transformation. Mais vu le fait que 50% du lait européen sont transformés par les coopératives, on est très très proche des producteurs de lait. D'accord. Et puis, si on compare avec le Canada, la production laitière en Europe ressemble à quoi? Mais franchement, tu le sais parce que tu étais en Europe, tu connais, tu as des copains qui sont des producteurs de lait un petit peu partout en Europe. C'est étonnant. Les structures sont assez similaires. Donc, si on parle du Canada, on se dit, voilà, une ferme moyenne de production de lait aux alentours de 100 vaches laitières. Chez nous, en Europe, on dit que c'est 40, mais une ferme de 80, 90, 100 vaches, c'est plutôt la règle, la norme. Donc, une ferme familiale, on a cette notion de ferme familiale en Europe et dans la plupart de l'Europe et au Canada. Donc, franchement, au niveau de la production, vous avez aussi des fermes laitières dans des zones de climat tout à fait différents, comme nous en Europe. Donc, dans les Beaux-Fortais, vous êtes à 1400 mètres de hauteur. Dans le nord du Finlande, vous êtes quand même dans le froid. Dans la vallée du Pô, en Italie, vous avez le problème de la chaleur l'été. Donc, on est vraiment très, très proche. Donc, votre rôle avec tous les gens qui sont dans l'Union européenne, c'est un peu d'être le lien entre les instances gouvernementales et les producteurs? Les producteurs, nous, on représente donc les laiteries, les transformateurs, la transformation, et en effet, on essaye d'être le lien entre le secteur de la transformation et les institutions bruxelloises qui prennent les décisions politiques, donc le Parlement européen, la Commission, ce qui est notre gouvernement, si tu veux, et le Conseil, qui sont, ça doit exister au Canada, une institution où les régions travaillent ensemble. Oui. Donc, le but, en fait, c'est de faire prospérer
l'agriculture en général ou la production laitière, vraiment? Non, la lactosphère, comme nous, on l'appelle la lactosphère européenne, on veut la faire prospérer et on doit la faire prospérer parce que c'est vital du point de vue nutritionnel, du point de vue économique pour les laiteries, pour les producteurs de lait, donc pour la ruralité en Europe. Faut imaginer, je ne sais pas si tu as les chiffres pour le Canada, mais chez nous en Europe, 80% des gens qui travaillent dans une laiterie habitent dans une commune de moins de 20 000 habitants. Donc c'est vraiment la ruralité. Donc moi je vis mi-français, mi-bavarois. En Bavière, si tu vas à la campagne et tu vois quelque chose qui ressemble à une industrie, soit c'est une brasserie, soit c'est une laiterie. Et donc on est vraiment la structure industrielle, si tu veux, de la ruralité. C'est le lait partout en Europe, comme au Canada. Oui. Donc le but c'est de dynamiser en fait les régions avec la production laitière. Tout à fait, et cela se passe par une législation propice. Donc, par exemple, il y a oui, on est au Canada, je peux le dire. Il y a des conneries comme le Nutri-Score, donc l'étiquetage nutritionnel sur les produits alimentaires, où tous les fromages ont un D. C'est normal parce que c'est délicieux. Mais ça veut pas dire délicieux, le D. Ça veut dire il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de calories, mais on est où là? On est fier que notre fromage c'est un produit d'une certaine densité nutritionnelle. Oui, il y a de la matière grasse dedans. Pourquoi? Parce que c'est dans le lait et ça fait le goût, entre autres. Il y a du sel dedans parce qu'on en a besoin du sel. Et personne te demande, Alain, je ne sais pas si tu aimes le camembert de Normandie, c'est mon préféré. Oui. Je vais pas te forcer de manger tout un camembert 250 grammes. Même si moi, je suis capable de le faire, mais non, on mange 50 grammes, on ne mange pas 250 grammes, normalement. Bon, et donc, c'est une question aberrante, par exemple, où on a d'autres, sur l'étiquetage, on a d'autres aberrations, par exemple. Il y a des gens qui veulent introduire obligatoirement un étiquetage d'origine nationale. Donc, on habite dans une Union européenne et on veut nous forcer de mettre sur le lait obligatoirement, si tu sais le faire, si tu as une petite laiterie au Québec et tu sais ton lait, ça vient du Québec, je me rappelle plus, c'est le bleu, la couleur. Oui. Voilà, tu mets le logo bleu là-dessus, lait canadien, lait du Québec, c'est normal que tu le fasses, mais t'obliger donc ta laiterie qu'elle ne peut plus acheter du lait dans une autre région du Canada, si jamais il y en a besoin, ou des ingrédients, c'est une aberration, basta. Et il y a d'autres points, par exemple, notre politique commune agricole en Europe, si tu veux, qui est le fondement de l'Europe et qui finance quand même l'agriculture en Europe et surtout la transformation, en ces moments-là, la transformation de notre agriculture. Là, ça fait du bien que les laiteries ont aussi leur mot à dire, les coopératives et les privés. Donc, est-ce qu'on peut dire que Lactosphère assure un peu une forme de transparence vis-à-vis les produits qui sont offerts aux consommateurs? Ça, de toute façon, on lutte, mais acharné pour la protection des dénominations laitières. Donc nous, quand il y a quelqu'un qui croit vendre un produit, une type de margarine, et qu'il appelle beurre végétal, nous, on est complètement contre, on va voir la justice, parce que personne de nos membres vend son beurre comme margarine animale. Ça, personne ne le fait, pour des bonnes raisons. Voilà. Tu vois, il y a des points où il est bien, mais c'est ce que le Dairy Farmers of Canada font, de prendre une décision au niveau européen où toute la lactosphère, donc toutes les laiteries, la laiterie Europe, peut trouver un accord commun, dire ça, il fallait que c'est comme ça parce que, et après on va voir les députés, on va voir les fonctionnaires, on va voir le gouvernement pour leur dire comme il faut faire. Ils le font ou ils le font pas. C'est comme au Canada. Excellent, c'est très bien. Au niveau des tendances de production laitière en Europe, comment ça se déroule? Mais la production, c'est partout en Europe. Donc ça, on en est fiers dans toutes les régions. Et là, il faut admettre, et ça fait mal, il faut admettre le fait d'avoir gardé la production laitière partout en Europe, même dans des régions qui sont peut-être moins aptes pour produire du lait,
Il faut peut-être reconnaître aussi un petit peu grâce au quota laitier qu'on avait jusqu'en 2015. Il faut l'admettre, ça sert à rien, c'est un fait. Et donc, aujourd'hui, on peut la maintenir parce qu'il y a une demande des consommateurs pour quelque chose de court, de circuit court. Ouais. Donc les gens, et puis on a bien sûr dans une belle partie de l'Europe, on a, c'est ce qu'on appelle les GI, les indications géographiques, les AOP, les appellations d'origine protégée, qui mettent en valeur la région, parce que dans les Beaufortais, donc dans les Alpes, en Jura, de produire du lait à 1400 mètres d'altitude, économiquement, on a vu mieux. Si tu veux dire, voilà, où je vais produire 1 litre de lait dans la manière la plus économique, c'est peut-être pas au Beaufortais. Mais comme il y a le Beaufort, le fromage AOP, et ça se vend bien, on peut maintenir la production laitière et on peut gérer un income, un salaire, donc un paiement pour le lait approprié. Okay. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du marché en Europe, les consommateurs sont plutôt liés à un produit de niche et c'est ça qu'ils préfèrent reconnaître, en fait, quand ils vont aller acheter des produits laitiers? Mais tout à fait. Si on a par exemple Alsace Lait qui sont aussi actifs sur le marché canadien, eux, leur niche du marché, si tu veux, parce que c'est plutôt une moyenne entreprise, c'est pas une grande, avec 200 producteurs de lait en France, et eux, ils vendent leurs produits sous le logo, sur la marque Alsace Lait, ils les vendent dans le Grand Est de la France, et les gens sont prêts à payer 5 centimes, 10 centimes de plus, parce qu'ils veulent soutenir le réseau industriel, le réseau agricole du coin, de la région. Et c'est très bien comme ça. Ouais, ben, j'ai souvent entendu parler justement par rapport le lait qui est produit dans le Jura fait telle sorte de fromage ou dans telle sorte de région fait telle sorte de fromage. Est-ce que c'est le cas, là on parle à l'échelle européenne, est-ce que chaque région d'Europe a un peu son produit chouchou par rapport au lait produit à la région? C'est comment au Canada d'ailleurs? Ben, je dirais que le logo de la vache bleue, on y travaille vraiment fort pour que les gens puissent s'identifier justement à aller rechercher ce label-là, puis être fiers d'acheter justement des produits d'origine canadienne. Oui, mais c'est pas régional. Le Canada, c'est énorme, c'est un continent, c'est presque. Donc c'est pas régional. Chez nous, c'est plutôt régional. Donc franchement, de mettre un drapeau allemand sur un produit laitier, l'Allemagne est assez grande. Et si tu viens du nord de l'Allemagne et ça vient de la Bavière, pardon, c'est plus court si tu veux le circuit court si tu achètes quelque chose du Danemark. Tu vois, mais il y a toujours le drapeau allemand. Donc là, moi, je pense que la vache bleue, donc le logo dont tu parles au Canada, c'est un gage de qualité. C'est un gage, ce soutien la lactosphère canadienne, surtout dans le temps plus court, ça peut être plus que utile. Mais je pense pas que c'est une identification avec la région, comme par exemple le camembert de Normandie pour un Normand. Tu vois, c'est pas l'identification régionale. Oui. C'est plutôt un gage de qualité au niveau national, oui. Mais c'est pas une identification. J'y crois pas. Mais bon, je connais mal. Est-ce que Alain, sans te critiquer, j'oserais jamais. T'as pas un verre de lait? Il y a que de l'eau ici. Oui, là. Ça reste tes dents. Tu fous pas. Oui, malheureusement, on n'a que de l'eau ici. On a eu, non, Alain, pour justifier, on a eu un verre de lait en bas au bar. Avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bar open sur le lait ici. Il y avait la vache bleue dessus, donc c'est parfait. Alexander, est-ce qu'il y a des différences marquées mettons, au niveau des consommations de produits laitiers dans les pays? Est-ce que, mettons,
Dans certaines régions, on y va plus sur le fromage ou d'autres plus sur les consommations de lait ou de beurre, etc. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus en détail? Ce sont des questions magnifiques, Alain, parce que ça m'intéresse. Après, c'est peut-être pas pour ces ballots-là, mais après, tu vas me dire si c'est le cas au Canada aussi. Oui, bien sûr, cette concept de la régionalisation qui n'est pas un concept de marketing, qui est un concept grassroots. Donc, les consommateurs veulent. Et donc, il est vrai qu'au nord de l'Europe, on a plutôt tendance de boire le lait, tandis qu'au sud, on le mange. Ouais. Et donc les fromages, c'est plutôt en France. Si tu regardes les chiffres de consommation de lait de consommation, c'est vu en France plutôt pour un aliment pour les enfants. Non. Par contre, en Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Finlande, on boit des quantités de lait que même toi, tu ne sauras pas digérer. Oui. Donc c'est ça. Et au Canada alors, au Québec? Je pense qu'au Canada, sans être un expert là, dans les marchés, là, je suis simplement un producteur laitier, mais je crois tu voyages beaucoup. Oui, oui. Mais je peux dire qu'on est quand même des bons consommateurs de lait à la base, mais on aime aussi les fromages. Le marché des fromages, en fait, on a d'excellents fromages ici au Canada, et puis je pense que ils gagnent à se faire découvrir, et puis les gens aiment beaucoup découvrir les fromages, et puis le fromage, le beurre, on a beaucoup de recettes à la base de beurre. Tout ça, ça fait partie de nos traditions. Donc, oui, je pense que c'est plutôt balancé dans la consommation. Et je suis très content que tu parles de découvrir le fromage parce que l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada permet aux citoyens et citoyennes canadiens aussi de découvrir, déguster des fromages d'excellence, pas seulement canadienne, mais aussi européenne. Et on en a. Mais il est vrai, pour moi, maintenant que je suis au Canada, j'y étais pas là pendant longtemps, dans mon imaginaire, dans mon souvenir, c'était plutôt le cheddar, désolé, qui est très bon, hein. Mais entre-temps, je dois avouer que la qualité ou la diversité, la qualité et la diversité de l'offre de fromage au Canada, c'est vachement diversifié. C'est à un niveau qui atteignent presque notre niveau européen. Oh, pardon. Oui, non, mais c'est très bien. On parle en toute honnêteté ici. Parmesan. Attends, un parmigiano reggiano, un vrai parmesan. Franchement, il y a une raison pourquoi la NASA, donc l'agence spatiale des États-Unis, c'est le seul aliment qui l'amène dans l'espace, sans transformation. Ça, je savais pas. Et ils achètent le Parmigiano Reggiano, ils n'achètent pas le parmesan de Wisconsin. Oui, pour des raisons. Je connais pas, j'ai jamais parlé avec la NASA, et je sais pas si sur Star X, chez Monsieur Musk, c'est la même chose, mais bon. Eh bien, sous cette colorée anecdote, oui, spatio-temporelle, nous allons faire une petite pause et puis on va continuer juste après. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. Nous sommes de retour à Entre deux traites avec Alexander Anton, secrétaire général de l'Association laitière européenne. Quand on pense à l'Europe, on pense bien sûr au commerce. L'Europe a été bâtie sur le commerce. Quelle est la réaction européenne face à tout ce qui se passe ici en Amérique avec les dernières annonces de M. Trump? Mais on n'est pas là, le seul continent, le seul pays qui s'est construit sur le commerce, le Canada aussi, désolé. Donc on s'est tous construits par le commerce, et c'est ce qu'on apprend oui, franchement. Vous avez plus d'histoire par rapport au commerce en Europe. Oui, ça c'est vrai, c'est une question d'âge. Donc, voilà. Mais franchement, on est quand même sidéré
de voir, c'est ce qui se passe en ce moment-là avec votre voisin le plus proche. Bon, on dit qu'on ne se choisit pas son voisin, mais franchement, quand on a vécu ensemble pendant des centaines d'années, en paix, en coopération, en confusion presque, ensemble, il y a des amitiés, des familles, pas seulement économiquement, mais socialement, émotionnellement, on était si proches. D'arriver à ce point-là, on est sidéré. On est sidéré par cela, et puis, mais on est aussi visé. Hein. Vous avez pour le moment évité vos tarifs douaniers sur votre marchandise, mais nous, on est toujours là-dedans, et on n'a pas de frontière avec les États-Unis, donc donc on verra ce qui va passer. Ça va. Écoute, Alain, on est tous les deux dans la lactosphère, hein, dans le lait. Donc on est optimiste par nature et par définition. Donc ça va s'arranger. Oui, bien sûr. C'est sûr que l'histoire nous montre que c'est une suite d'enchaînements, c'est une suite de faits qui arrivent, mais en fait, on les vit, on finit toujours par les revivre plus tard dans le futur. Donc, des crises comme ça, on en a déjà vu par le passé. Donc, de toute façon, je peux te rassurer, l'Union européenne va pas te forcer à joindre l'Union européenne. Donc ça, je peux te l'assurer. Et vous êtes bien conseillé de ne pas joindre l'Union européenne. Par contre, on est bien conseillé, l'Union européenne et le Canada, de strengthen, de renforcer, pour un Français qui cherche les mots là, quelle honte, de renforcer nos liens et de voir, c'est ce qu'on peut faire ensemble sans intervenir avec vos relations qui sont structurellement et historiquement excellentes avec les États-Unis. C'est sûr que nos relations avec les États-Unis sont très bonnes depuis longtemps, mais c'est ça, avec ce que M. Trump a fait, ça refroidit, comme on dit. Donc, du côté, c'est sûr que peut-être que du côté du monde, on pourra peut-être bien faire des partenariats commerciaux comme ça. Écoute, Alain, pour les produits laitiers du Canada, dans le CETA, donc dans l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de tarif. Donc, vous avez pratiquement accès libre au marché laitier européen. Il y a des freins qui vous empêchent d'en profiter pleinement, et c'est comme ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des marchés émergents en Europe qui pourraient vous aider justement à avoir des meilleures perspectives futures? En Europe elle-même, donc dans l'Union européenne, on a quand même quelques États membres, donc quelques États où la moyenne de la population ne consomme pas autant de produits laitiers qui sont recommandés par les recommandations nutritionnelles officielles. Et donc dans des grands pays comme l'Espagne et la Pologne. Donc on voit bien que, par exemple, pour le fromage, on est encore à un bon niveau en France, en Allemagne, en Danemark, etc. Mais il y a des pays où on peut encore, faire progresser la santé et la qualité nutritionnelle de la population à l'interne, en Europe. Mais sinon, il faut admettre que l'Europe, c'est un continent d'un certain âge, les gens ne deviennent pas plus jeunes, et donc il y a des produits spécifiques qui sont très importants et qui pour les gens d'un certain âge comme moi, quand on n'a plus faim, quand on ne mange plus un steak tous les 2 jours, mais il faut les protéines animales, il y a des produits spécifiques qui sont sur le marché, et c'est très bien. Mais sinon, il y a donc l'innovation et quelques marchés encore à exploiter. Oui. Mais sinon, nous, on mise beaucoup pour l'exportation sur l'Asie Sud-Est. Nos partenaires au Japon sont numéro 3, je crois, de notre destination d'exportation. Bien sûr, la Grande-Bretagne, qui fait partie de l'Europe, mais plus de l'Union européenne. Les États-Unis, pour le beurre, c'est notre client numéro 1. Pour le fromage, le client numéro 2, pour les bonnes raisons. Et donc, et puis, voilà, c'est là où on doit se développer. Après, on a récemment conclu un accord d'échange, libre-échange économique avec le Mercosur, avec la Chili, avec le Mexique. Donc oui, il y a encore des marchés à exploiter, mais partout où on y va, il y a déjà
heureusement, une culture de lait, donc de la consommation, de la production. Donc, on vient s'ajouter, d'enrichir cette culture qui est déjà existante, sans avoir l'ambition ou l'idée ou même l'ambition d'expulser la culture ou les entreprises existantes partout. D'ailleurs, c'est magnifique si tu regardes la carte du monde, presque partout. Il y a des entreprises dont le quartier général est en Europe qui sont actifs dans la lactosphère, donc qui collectent le lait, qui le transforment et qui le vendent en Amérique latine, en Amérique, au Canada. On a Lactalis, on a Arla, on a Savencia, non, Sodial, pardon, et Alsace Lait. En Asie, partout où tu vas, il y a des entreprises dites européennes qui sont actives sur le marché, qui s'intègrent dans la lactosphère régionale, nationale. Et c'est très beau comme ça. Donc, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de perspectives au niveau du monde par rapport à la production laitière en Europe. Et oui, et AgroPure et Saputo l'ont bien compris. Partout où tu vas, ils ont quand même, Saputo, c'est actif en Angleterre, en Amérique latine, aux États-Unis. AgroPure, je n'ai pas besoin de te dire, ils sont aussi hors Canada, ils ont compris. Par contre, les entreprises américaines, les laiteries américaines, on ne les voit presque nulle part. On ne voit nulle part. Est-ce que c'est une forme de protectionnisme du marché? Non. Non, je crois pas. Je crois la raison, c'est quand tu as une entreprise et quand tu ne sais plus grandir chez toi, parce qu'il y a un quota, comme on l'avait en Europe jusqu'en 2015, on avait le quota, donc tu ne pouvais plus grandir. C'était pas possible. Ou si on a un système, comme au Canada, avec un supply management, donc, nous, on était dans la même situation jusqu'en 2015. On ne pouvait pas, en tant qu'entreprise laitière, tu ne pouvais pas grandir dans ton zone de confort, chez toi, à la maison. Donc, si tu veux grandir, il faut aller ailleurs. C'est pour cela d'ailleurs que Wim, par exemple, un producteur de lait du Pays-Bas, s'est installé ici en 85, au Canada. Pourquoi? Parce qu'aux Pays-Bas, il n'aurait pas pu s'agrandir ou s'installer parce qu'il avait les quotas, donc il fallait partir. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Et le Canada, donc AgroPure, Saputo, ont profité, si tu veux, entre guillemets, de cette situation pour grandir à l'extérieur. Et aux États-Unis, ils n'avaient jamais eu besoin de sortir de leur zone de confort, États-Unis, pour grandir. Et ils ont un marché, ils ne sont pas 40 millions comme vous, ils sont 350 millions. Donc voilà, tu as un grand marché, un grand pays, donc c'est logique. Mais là, il fallait que, c'est ce que j'ai dit à nos amis américains, il fallait qu'ils s'internationalisent, pas seulement en exportant, mais en exportant aussi leur savoir-faire, leur envie, leur passion laitière, et donc à s'installer ailleurs qu'aux États-Unis. Donc, pour l'instant, pour les Américains, est-ce que vous pensez que c'est un manque de vision de ne pas avoir... Est-ce que ce podcast est entendu? Non, on parle français. Ah oui, voilà, on parle français. C'est très bien, c'est très bien. Oui, bien sûr, c'est un manque de vision. Parce que une fois tu es Saputo et tu es établi quelque part dans le monde, tu collectes le lait, tu le transformes, tu le vends au plan régional, national, n'importe où. Mais là, toutes les entreprises européennes le font. Là, tu es dans les supermarchés, tu peux te lister partout, et là, tu peux faire rentrer aussi tes produits français d'exception que tu veux montrer, faire découvrir par les gens. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. C'est bien qu'on parle français, d'ailleurs. Oui. Donc, en terminant, on voit souvent l'Europe comme étant à l'avant-garde en matière d'environnement et de développement durable. Comment ça se déroule pour l'industrie laitière en Europe? Mais écoute, moi, donc, désolé, je vais faire encore l'éloge de Dairy Farmers of Canada, donc les producteurs de lait du Canada, je crois en français. On est hyper alignés là. On avait Talia, donc la responsable de chez Lactalis au Canada, qui était en Europe, qui nous a expliqué l'approche canadienne à la durabilité niveau production de lait et transformation de lait, et on était vraiment agréablement surpris qu'on est complètement aligné. Donc les stratégies sont les mêmes. Donc Alain, que tu dises que nous on est les précurseurs aujourd'hui, on était les précurseurs en effet. Là, je prends. On était les précurseurs il y a 15-12 ans dans la conscience,
on était les premiers à s'occuper du sujet d'une manière, si tu veux, scientifique ou stratégique, n'importe. Mais aujourd'hui, franchement, on est au niveau égal, la lactosphère canadienne, la lactosphère européenne. On est toutes les deux, on sait qu'il faut agir. Il faut pas seulement biodiversité, eau, sol, etc., mais aussi les émissions à effet de serre. I'm happy, I know what greenhouse gases is in French. Les effets, les émissions à effet de serre, on ne nie pas ni la lactosphère canadienne, ni la lactosphère européenne, ni l'effet qu'il y a un changement de notre climat. On le vit sur ta ferme, tu le vis. Moi, je le vis sur ma ferme, je le vois depuis 20 ans. Donc, on ne peut pas nier ça. Mais effectivement changé. Il y a des climats sceptiques, il paraît, mais on ne peut pas. Donc, il faut trouver une stratégie si l'on veut continuer notre activité qui est essentielle pour la nutrition de la population, pas seulement au Canada et en Europe, mais dans le monde entier. Donc, il faut trouver des astuces, des processus, des techniques pour nous mieux aligner avec le Net Zero, donc, où Dairy Farmers of Canada, EDA, on a tout le monde la même ambition en 2050, Net Zero. Basta, c'est comme ça. Oui, mais en fait... Et sur ta ferme, tu as déjà fait plus que la moyenne. Ah ben oui, c'est sûr qu'on prend des bonnes pratiques comme planter des arbres, puis... planter des haies, oui, je l'ai fait. Oui. C'était même financé par de l'argent public. Par contre, les tailler, ce n'est pas payé. Le vrai travail, c'est après, ce n'est pas payé. Donc là, donc planter des arbres, oui, mais tu les fais. Pourquoi tu les fais? Tu le fais pas parce que tu es payé pour. Non. Ça se peut que tu as des soutiens, des supports de l'argent public un petit peu pour des mesures, mais des mesures comme ça, tu les fais parce que c'est ta ferme, c'est ton sol, c'est pour tes enfants. Voilà. C'est exactement ça. En fait, on le fait aussi pour le principe, parce que étant moi-même propriétaire d'une ferme familiale, je suis la 5e génération, la 6e est déjà en formation, j'aimerais que mes enfants et les enfants de mes petits-enfants puissent continuer, en fait, de vivre de l'agriculture et nourrir la population encore longtemps. Et voilà, là, tu as bouclé le boucle parce qu'on a commencé de parler avec de la similitude des structures dans la lactosphère canadienne-européenne qui est basée sur la ferme familiale. C'est un trésor. C'est ce qu'on veut garder. Et donc, voilà, donc tu as bouclé le boucle. Bravo Alain. Je pensais jamais pouvoir dire le clou de l'émission moi-même, mais merci. Pardon. Merci à Alexander de me guider comme ça sur ces belles paroles. Je vous présente mes excuses. Eh bien, Alexander, merci beaucoup pour cette belle entrevue colorée et puis divertissante et très intéressante sur les marchés européens. Vive les laits. Comme ici, les producteurs laitiers européens ont des défis à relever. Beaucoup de choses influencent leur marché, leur regroupement avec l'Union européenne peuvent être soit une bonne ou une mauvaise chose, tout dépendant de comment cela est géré et de la réponse de leurs dirigeants face aux attentes de leurs agriculteurs. On a pu voir l'animosité envahir justement l'Europe par rapport aux manifestations avec les agriculteurs dans différents pays. Donc, c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Là-dessus, ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. On remercie notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Ce balado est rendu possible grâce au travail de notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Merci à vous deux. Nos anciens épisodes sont disponibles sur les meilleures plateformes d'écoute en ligne et sur notre site entre2traites.ca. D'ailleurs, je me permets de dire que si vous voulez aller vérifier dans ma bio sur Instagram, j'ai mis le lien pour l'émission. Si vous avez des commentaires, venez nous voir sur les réseaux sociaux Facebook, X ou Blue Sky. Merci à vous tous pour votre écoute et de nous avoir syntonisés et à une prochaine fois. Merci.